Salut, c'est Chevalier Chaka. Récemment, je viens de finir de revoir SSSS Gridman, et j'étais surpris à quel point la composition des plans et des cadrages était incroyablement intelligent et préfigurait des révélations et événements à venir, surtout dans le cas d'un personnage. Forcément, j'avais envie de refaire une vidéo qui en parle plus en détail. Sauf que non, Gridman, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a pas si longtemps. Et puis, c'est un anime de l'année dernière, c'est du passé maintenant. Ça tombe bien, car c'est plus ou moins le sujet que je voulais aborder. À vrai dire, cette idée remonte à plus tôt dans l'année, après avoir vu une vidéo plus ou moins similaire du youtubeur Giguk, nommée The Death of Classic Anime. Vidéo tenant une réflexion qui m'avait fait lever un sourcil tout du long. À la fin, j'avais l'impression d'avoir entendu une succession d'enfonçages de portes ouvertes et de concepts assez évidents. Et puis je me suis rappelé que le public américain n'a pas une histoire aussi longue que la nôtre en ce qui concerne l'animation japonaise. Les pauvres, ils ont un petit train de retard sur nous, donc forcément, ils sont un peu à la bourre en termes de relation avec le médium. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on était un peu dans le même cas. Nous avons un rapport avec les animes, et ça marche aussi pour les mangas, très ancré dans l'actualité. À tel point que régulièrement, la question de classique est souvent remise sur le tapis, avec la plupart du temps les deux mêmes questions en tête. Est-ce que les classiques d'avant sont réellement des classiques? Et est-ce qu'il émerge de nouveaux classiques aujourd'hui? Au final, la première question découle, à mon avis, de la frustration que fait naître la seconde. J'avais déjà effleuré le sujet avec ma vidéo sur Evangelion, mais je pense que si les nouveaux spectateurs prennent à cœur de faire descendre la série culte de son piédestal, ainsi que les autres titres marquants de leur époque, c'est probablement dû au fait que leur propre poulain n'obtient même pas un dixième de l'attention qu'a eu la série d'Anno quand elle a débarqué sur Netflix. Alors qu'on parle d'un anime qui a plus de 20 ans, et qu'à leurs yeux, certains font tout aussi bien, voire mieux que les classiques de l'époque. On peut bien entendu mettre ce phénomène sur le conflit générationnel. Le spectateur plus âgé considère que ces références sont plus légitimes car elles ont été faites avant et donc étaient des précurseurs dans leur domaine, là où le plus jeune reprochera le manque de considération qui est fait à la production actuelle. Ce phénomène existe dans toute forme d'art ou de médias et il n'est pas propre à la culture otaku. Mais je pense qu'il y a un paramètre qui a changé et qui modifie grandement notre rapport avec la japanimation. C'est notre mode de consommation. Et là encore, c'est quelque chose qui découle finalement d'un sujet plus global et qu'on pourrait appliquer à presque toute notre société. Mais afin de ne pas trop se perdre en chemin, on va se concentrer sur pourquoi vous êtes ici. Sinon, on va jamais commencer. D'ailleurs, il serait temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Pendant longtemps en France, voir des animes n'était pas chose aisée, limité par les plages horaires que voulaient bien nous proposer les chaînes télé existantes, sans compter le câble, ou directement en se procurant les séries sur support physique, ce qui était forcément plus coûteux. Mais dans ce contexte, les éditeurs et diffuseurs faisaient forcément une sélection au préalable et proposaient principalement les titres qui avaient fait leur preuve au Japon. Et je mets à part la génération Club Dorothée. Quant à nous, spectateurs, on était forcément plus tatillons dans nos choix, puisque l'idée de se tromper dans notre achat nous coûtait littéralement entre 15 et 20 euros pour 3 épisodes. Puis, les choses se sont mises à changer avec l'arrivée du numérique. D'abord avec les DVD qui ont vu débouler des intégrales à prix ultra compétitif, pour être aujourd'hui devenus des objets de collection hors de prix, mais ça c'est un autre sujet. Et désormais la situation que nous connaissons grâce à la démocratisation du net et l'apparition des plateformes de streaming légales. Mais également, et il ne faut pas l'ignorer, le piratage. Tout ça a amené à un développement de l'offre des animes en France. Et forcément, il a fallu que les diffuseurs remplissent leur catalogue, faisant un peu moins de chichi quant au choix de certains titres. Autre effet bénéfique, cela a permis au marché international de peser de plus en plus sur l'industrie de l'animation japonaise, permettant à celle-ci de se développer et de proposer toujours plus de séries, encore et toujours. Jusqu'à ce que ce cercle vertueux finisse par se transformer en cercle vicieux, amenant à des saturations du marché et à un système où l'on produit beaucoup trop de séries, faisant qu'elles ne peuvent mathématiquement plus être rentables. C'est d'ailleurs globalement ce qu'a confirmé le producteur Kazuya Masumoto, du studio Trigger, en parlant du revenu raisonnable que devait rapporter un anime pour rendre tout le monde heureux, selon ses propres mots. La facture s'élèverait selon lui à 2 milliards de yens à peu près, ce qui est techniquement impossible pour l'anime seul, vu la cadence de diffusion actuelle et la population vieillissante au Japon. Alors il faut compter sur le merchandising autour pour engranger du bénéfice. En gros, l'œuvre ne se suffit plus à elle-même pour être rentable, ce qui lorsqu'on y réfléchit est assez dramatique artistiquement parlant. C'est déjà quelque chose qu'effleurait l'auteur Hiroki Azuma dans son livre Génération Otaku, sorti en 2008 chez nous. Il explique qu'à l'origine les œuvres étaient créatrices de simulacres, ou si vous préférez des codes d'attraction, comme les oreilles Neko, les habits d'écolière, etc., qui amenaient au merchandising. Et il constatait déjà à l'époque que ces simulacres commençaient à supplanter l'œuvre et ses personnages. Je simplifie grandement son idée, mais ainsi l'objet de consommation devient l'œuvre, tandis que la série devient une simple publicité. Ouais, c'est malheureusement un peu la situation dans laquelle nous sommes. Mais ça ne veut pas dire que tous les animés ne sont que des publicités de luxe et n'ont aucune substance artistique en elles. Je pense que la japanimation continue de produire des choses extraordinaires et que la qualité des animes est en moyenne à la hausse. Le problème, c'est la quantité.
Si l'on reprend les chiffres de l'AJA, on peut constater à quel point la diffusion en ligne et l'ouverture au marché international a fait exploser drastiquement les productions. Ainsi, l'on passe en 20 ans de 86 animes produits en 1997, dont 54 sont des nouveaux programmes, à 340 en 2018, dont 230 sont des nouveautés. C'est pratiquement 4 fois plus. Sauf que si nous sommes plus nombreux qu'avant à regarder, le fait est que nous disposons tous d'un temps limité et que forcément, chaque diffuseur va tout faire pour que sa série soit celle qui mérite notre temps de cerveau disponible. Et si l'on veut être dans le coup et monter dans le train de la hype, il va falloir avaler des heures de programme toutes les semaines, ce qui est physiquement impossible. Par exemple, MyAnimeList référence 187 programmes pour l'automne 2019, entre les nouveautés et les séries qui continuent. Évidemment qu'un bon nombre d'entre elles vont passer à la trappe, une partie qui le mérite, mais également une autre qui aurait probablement eu besoin d'un peu plus de visibilité dans cette jungle toujours plus épaisse. Sauf que même les séries qui fonctionnent ne sont pas tirées d'affaire, et le succès n'a jamais été aussi éphémère. Désormais, une série n'existe que si elle a une actualité. Si elle a le malheur de n'avoir plus rien de neuf à proposer, ou qu'elle met trop de temps à revenir, elle sera probablement remplacée par une autre. Marche ou crève en définitive. Et je pense que c'est là la différence la plus grande. À force de regarder toujours en avant, nous ne laissons pas le temps aux séries d'exister. Nous ne leur offrons pas la réflexion et l'appréciation nécessaires pour juger et les analyser. On peut me rétorquer que ce n'est pas totalement vrai et qu'il existe encore des gens qui font des analyses détaillées. Oui, les fandoms sont à ce niveau prolifique et proposent des réflexions intéressantes, mais on se concentre alors sur une poignée de titres, et même eux ont besoin d'actualité. Si Evangelion, Cowboy Bebop ou encore Lane ont marqué leur génération, c'est probablement parce qu'on avait le temps de les apprécier et de poncer nos VHS. Faute d'autre chose, sûrement, mais c'est parce que ces œuvres ont eu cet espace qu'elles sont profondément ancrées dans la culture otaku. Est-ce que ça veut dire qu'aucune œuvre de ce calibre n'existe désormais? Je suis persuadé du contraire. Mais comment peuvent-elles s'épanouir dans un monde où leur quart d'heure de gloire commence à être plus qu'une image, mais la réalité? Akira ou Perfect Blue étaient des films que n'importe quel otaku avait vu au moins 3 fois minimum. Aujourd'hui, est-ce que Your Name aura le même impact, ou bien est-ce que le nouveau film de Makoto Shinkai, qu'on applaudit d'abord pour ses records, ne l'a pas déjà rendu obsolète? Moi-même, je me demande comment j'aurais appréhendé mes œuvres cultes aujourd'hui. Je les aurais sans doute appréciées, mais leur aurais-je autant consacré de temps que je l'ai fait à l'époque? Je crains que non. Même les quelques séries qui ont marqué une génération sont obligées de revenir avec de la matière, comme pour nous dire « Coucou, vous vous rappelez comment j'étais bien quand même ?» Cette course en avant fait qu'on oublie également de regarder dans le rétroviseur, de voir ce qui a été fait et de redécouvrir des œuvres qui ont pourtant permis de bâtir le médium qui nous fait vibrer aujourd'hui. Or, un art sans histoire se transforme doucement mais sûrement en simple objet de consommation. Et toute cette réflexion, on peut la transposer facilement au manga, avec des éditeurs qui se multiplient, qui publient toujours plus de titres à tel point qu'il est impossible de tout suivre, amenant à un autre effet pervers qui est de culpabiliser le lecteur, comme quoi s'ils ne consomment pas assez, c'est un peu de leur faute si des séries sont arrêtées. Mais ça c'est un autre sujet que je traiterai probablement une autre fois. Bien sûr, tout n'est pas si noir, et voir une industrie qui peut produire autant de mangas et d'animes a forcément quelque chose de stimulant. On ne peut pas non plus reprocher aux gens de vouloir se hyper pour des nouveautés et s'intéresser d'abord à l'actualité, c'est assez normal. Je mentirais d'ailleurs si je disais que je ne le faisais pas. Mais je prends un peu plus mon temps, je regarde des choses qui ont parfois plusieurs années et dont la hype est morte et enterrée, et je m'octroie même le droit fou de revoir plusieurs fois le même anime, histoire de voir si je change d'avis ou si des détails m'avaient échappé. Et tant pis si je n'utilise pas ce précieux temps à voir des choses que je n'ai pas vues. Car c'est peut-être la solution. Reprendre son temps, moins courir après les nouveautés et ne pas écouter les louanges des marketeurs et des influenceurs autour du dernier manga anime trop cool qui enterre tout ce qui a été fait jusque-là. Et puis ne pas hésiter à lâcher quand ça nous ennuie, quitte à revenir dessus beaucoup plus tard, voire redonner sa chance à une œuvre qui nous avait déplu à l'époque. Les goûts changent après tout. Bref, profitez un peu plus de ce qui existe et qui a existé. Ne pas hésiter à partager sa passion naissante pour une vieille série, même si aujourd'hui tout le monde s'en fiche. Certes, on prend le risque que la production d'anime rentre en crise si on consomme moins. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, non? Est-ce que finalement revenir à une production plus modeste, mais qui nous permettrait de souffler, ne serait pas la solution? Redécouvrir les classiques d'antan et laisser plus de temps aux nouveautés d'exister. Ce serait peut-être le scénario le plus bénéfique pour nous spectateurs et lecteurs. Et puis de toute façon, à les écouter, le secteur est toujours en crise. Et vous? C'est quand la dernière fois que vous avez revu un anime? Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!